Voilà. Salut tout le monde. Alors, je suis aujourd'hui avec Quentin Ruyan. Salut. Salut. Donc, Quentin, tu es déjà intervenu pas mal de fois, soit sur le balado, soit à Sceptics in the Pub Bruxelles. Euh, pour les auditeurs, je les invite à jeter un coup d'œil en tapant ton nom dans le moteur de recherche sur la page du podcast. Il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, je te laisse un petit peu te présenter. Euh, oui, donc je suis docteur en philosophie. J'ai terminé mon doctorat il y a de ça un peu plus de 2 ans. Mhm. Je suis spécialisé en philosophie des sciences, en épistémologie des sciences, donc tout ce qui touche au questionnement sur le fonctionnement des sciences, la justification des connaissances, ce genre d'idées. Donc ma thèse était plus particulièrement sur ce qu'on appelle le réalisme scientifique Mhm. et l'empirisme. Donc la question philosophique qui consiste à se demander si si les théories scientifiques sont vraies, si elles décrivent la réalité ou si ce sont des instruments des instruments efficaces pour interagir à la réalité. Donc il y a différentes positions philosophiques là-dessus et je m'étais intéressé à ce débat philosophique pendant ma thèse. Là actuellement, je suis en postdoctorat à Mexico. Voilà. Toujours en philo. Toujours en philo des sciences. Donc, je travaille sur la représentation scientifique, sur l'usage des modèles et des questions un petit peu similaires, mais plus ciblées sur les modèles que sur les théories. Ok, Voilà. super. Ouais, ouais. D'ailleurs, la dernière fois que je t'ai vu à Sceptics in the Pub, tu étais venu nous parler de la structure des révolutions scientifiques, avec Mm-hmm. Kuhn notamment, etc. Donc, Oui. c'est vrai qu'on a déjà abordé pas mal cette thématique. Et les deux billets pour lesquels je t'ai invité aujourd'hui sont deux billets que tu as publiés sur ton blog il y a très peu de temps et que j'avais trouvé assez intéressant. Donc le premier, enfin c'est deux billets d'une série en fait. La série s'intitule La science était l'objectif. Et le premier, ça porte sur les valeurs et les paradigmes. Et le deuxième porte sur le contexte social et les critiques féministes, si je reprends Mm-hmm. les titres. Voilà, donc ça c'est un peu la raison pour laquelle j'ai invité Quentin sur le balado. Voilà, j'ai trouvé cette thématique vraiment intéressante. Et donc voilà, je voulais voir s'il pouvait un peu présenter ça pour nos auditeurs. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Du coup, je te laisse un petit peu la parole peut-être pour entamer le sujet. D'accord. Oui, donc j'ai écrit ces billets. En fait, à l'origine, c'était parce qu'il y a souvent des débats sur Internet, sur Twitter par exemple, notamment entre la communauté sceptique ou zététique, on va dire, et d'autres personnes autour de ces sujets-là, autour de la question de l'objectivité des sciences, du rôle du contexte social sur les sciences, etc. Donc en gros, on peut dire qu'il y a des gens il y a tout ce qu'on va appeler les rationalistes pour simplifier, qui pensent que les sciences c'est objectif, que c'est plus ou moins le contenu des théories scientifiques est plus ou moins indépendant du contexte social, de valeurs morales, on ne choisit pas une théorie scientifique parce qu'on la préfère, parce que au contraire, ça c'est un biais de confirmation, et donc la méthode scientifique permettrait justement d'avoir cette indépendance vis-à-vis de valeurs morales, sociales, culturelles, etc. Euh, et voilà. Alors, les gens qui sont dans ce camp-là vont dire c'est peut-être pas parfait, mais au moins c'est quelque chose. On s'approche de quelque chose comme ça. Dans l'idéal, ça devrait être comme ça. Et en face, il y a des gens qui vont remettre en question toutes ces idées-là et qui vont dire que non, les théories scientifiques sont situées dans un contexte social, des idées comme ça. Euh, et voilà, et ces gens-là peuvent vite se faire taxer de relativistes, de postmodernes, etc. Donc on a des conflits. Je pense que je vous apprends rien. On a des conflits de ce type-là sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc là, moi, je voulais m'intéresser à pas aux débats tels qu'ils ont lieu sur les réseaux sociaux, mais aux débats
un peu plus profonds, on va dire, un peu plus réfléchis qui ont lieu entre universitaires en philosophie, puisque on a des débats un peu similaires et puis je pense que les gens qui disent que la science est située socialement et ce genre d'idées, ça a une origine aussi, ça a pour origine des idées qui ont été proposées en philosophie, notamment au siècle dernier, dans les années 70 ou 80, ou un peu avant même, et en sociologie également. Voilà. Mhm. Donc, juste pour situer un petit peu le cadre. Ouais. Et voilà, donc dans le premier billet, en fait, je voulais revenir un petit peu en détail sur un peu l'origine de tout ça, ce qui a été, on va dire, une approche qu'on appelle parfois historiciste envers les sciences. Une approche qu'on doit principalement à Kuhn, à Thomas Kuhn, c'est en tout cas une figure très importante, notamment son ouvrage La structure des révolutions scientifiques. Disons que c'est l'un des premiers qui a commencé à aborder la question de la justification des sciences, etc., non pas sous un angle un peu, on pourrait dire, une vue de nulle part où on considère les théories comme des représentations abstraites et on va se questionner sur ce qui les justifie ou non, mais il va se questionner plutôt sur la manière dont les théories sont construites et sont situées dans une histoire et dans un contexte social. Donc c'est un des premiers qui va avoir cette approche des sciences un peu sous l'angle de la sociologie et de l'histoire, de manière plus concrète en fait. Donc il va s'intéresser plus à la pratique, puisque je pense que personne ne peut nier que les théories scientifiques sont fabriquées par des êtres humains qui ont une vie sociale, etc. A priori. Voilà. La question, c'est plutôt de savoir si ces aspects sont déterminants ou pas. En fait. C'est là-dessus que porte le débat. Voilà. Et donc, dans ce premier biais, j'ai présenté un petit peu les idées de Kuhn. Enfin, j'ai représenté une version, comment dire, une version. J'ai présenté la sous-détermination par l'expérience, qui c'est pas forcément la manière dont Kuhn présente les choses, mais j'ai présenté cette idée telle qu'elle est comprise aujourd'hui, et qui est une idée assez ancienne en fait. Donc la sous-détermination par l'expérience, qui est simplement l'idée que en général, nos observations ne suffisent pas pour dire que si une théorie est la bonne théorie ou pas. Les observations sont toujours insuffisantes. Et donc ça rejette un peu une idée un peu naïve qu'on peut avoir que la science c'est juste des choses qui sont vérifiées par les observations, que les théories scientifiques sont systématiquement vérifiées. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Je ne sais pas si j'entre dans les détails de ces explications ou. Bon, je dirais peut-être juste un peu brièvement pour que les gens ne décrochent pas trop, mais. D'accord. Donc oui, l'idée en gros de la sous-détermination, c'est que les théories, elles ont toujours une certaine autonomie vis-à-vis des explications. C'est pas juste une manière d'enregistrer des observations, pardon. C'est pas juste une manière d'enregistrer tout ce qu'on observe, toutes les régularités et tout. Une théorie va toujours un petit peu plus loin. Si on veut dire les choses, en gros, en général, une théorie, ça propose une explication. Et donc cette explication, elle n'est jamais strictement ni vérifiée ni réfutée par une observation. Elle n'est pas vérifiée, parce qu'en général, ce sont des généralisations et des observations isolées ne peuvent pas vérifier une généralisation. Mais aussi, ce qui est important pour la sous-détermination et ce que j'ai mis en avant dans l'article, c'est qu'elles ne sont pas non plus strictement réfutées, parce qu'on peut toujours, on peut toujours trouver des excuses entre guillemets à la théorie, dire oui, mais ça n'a pas marché parce que il y a ça, etc. C'est toujours possible de s'arranger en fait pour sauver une théorie. Et donc là, toute la question
la question qu'on peut se poser, c'est justement quand toutes ces choses qui entrent en compte dans le fait qu'on considère qu'une théorie est bien vérifiée par expérience, et les choses qu'on peut mettre en avant pour excuser la théorie là où elle marche pas, etc. Toutes ces choses-là, ça constitue un petit peu un cadre dans lequel la théorie est vérifiée. On peut appeler ça un paradigme. Et toute la question, c'est de savoir si ce sont des critères rationnels qui entrent en jeu. Donc, ce ne sont pas strictement des observations, mais est-ce que ce sont des questions purement rationnelles, ou s'il y a une influence du contexte social. Donc ça, c'est la version un peu du débat, le débat qu'on trouve sur Twitter entre rationalistes, etc., et anti-rationalistes, on va dire. C'est la version un peu plus universitaire du débat, un peu plus approfondie. La question, c'est puisque c'est là, à cet endroit précis, que pourraient intervenir les valeurs. Et donc la question, c'est si ce sont des valeurs qu'on appelle des valeurs contextuelles ou des valeurs épistémiques. Donc il y a plusieurs terminologies, mais c'est valeurs contextuelles. En gros, ce sera tout ce qui est valeurs sociales, le contexte culturel, la morale, ou même des intérêts privés, des intérêts individuels, des préférences individuelles, des facteurs comme ça. Et ce qu'on appelle valeurs épistémiques, c'est ce que vont mettre en avant ceux qui pensent que la science est rationnelle. Ils vont dire non, il y a des espèces de critères qui font que une théorie est meilleure qu'une autre. Par exemple, elle est une cohérence interne ou avec d'autres théories, le fait d'expliquer un grand nombre de choses, une variété de phénomènes de manière unifiée, le fait d'être simple, donc ce qu'on appelle parfois le rasoir d'Occam. Voilà, tout ça, ce sont des critères rationnels qui fait qu'on a une préférence envers les théories, mais ce sont pas, selon les défenseurs de la rationalité, ce sont pas des critères subjectifs ou sociaux ou spécifiques à une période de l'histoire. Ce sont des critères un peu plutôt universaux. Voilà, donc en gros, ce que disait le premier biais, c'était une manière de situer un petit peu le débat universitaire. Et par rapport parce que tu opposes un peu les rationalistes, du coup, ici, aux relativistes, entre guillemets, ou à d'autres groupes qui prendraient des positions un peu intermédiaires, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que du côté rationaliste, est-ce qu'il y a aussi des personnes qui défendent une position plus intermédiaire, c'est-à-dire qui défendent ces valeurs épistémiques, mais qui admettent quand même qu'il y a une influence aussi des valeurs contextuelles, donc morales, culturelles, politiques, etc. En général, les gens ils vont accepter ça, ne serait-ce que parce que la science n'est pas parfaite. La science telle qu'elle se fait. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui vont dire non, c'est uniquement des valeurs, tout est rationnel, etc. Les gens, la plupart des gens qui réfléchissent un peu à ces questions vont admettre qu'effectivement, il peut y avoir des cas où c'est pas le cas. Mais ils vont dire ce sont des imperfections. Donc la question, elle est aussi, elle est pas uniquement factuelle. C'est pas une question de décrire le fonctionnement de la science, enfin pas entièrement en tout cas. C'est aussi une question de savoir quel est l'idéal de la science, comment elle devrait se faire. Donc il y a une question normative. Ouais, c'est ça. Et là-dessus, ouais, à mon avis, c'est plutôt l'un ou l'autre. Je sais pas. Ouais. Ouais. Bon, évidemment, j'imagine qu'au niveau théorique, on décrit toujours un peu des positions de manière très tranchée, même si les personnes en elles-mêmes, dans la réalité, elles sont rarement 100% d'un bord ou 100% d'un autre. Je pense aux relativistes, par exemple, qui sont une illustration assez facile de ça. Les relativistes ne sont jamais 100% relativistes, sinon ils ne défendraient rien du tout, y compris pas leurs propres idées, en fait. Oui, tout à fait. J'imagine que c'est un peu pareil avec les rationalistes, au niveau théorique en tout cas, quoi. Ouais. Oui, après il y a des débats dont je ne parle pas vraiment ici, mais sur le réalisme scientifique après. Donc, puisqu'on peut aller plus ou moins loin sur le rôle de ces valeurs rationnelles.
disons que là, quand je dis valeurs rationnelles, universelles, etc., il y en a qui vont considérer que ce sont des valeurs principalement pragmatiques. Ils vont dire une théorie simple, c'est objectif, c'est préférable d'avoir une théorie simple plutôt qu'une théorie compliquée, c'est quelque chose d'objectif, et peut-être que ça suffit pour sélectionner les bonnes théories, mais ça veut pas dire qu'elles sont vraies, ça veut juste dire que c'est plus facile, c'est plus pratique à utiliser, etc. Donc là, après, on a d'autres distinctions qui peuvent se faire. Donc des gens qui sont pas réalistes, qui sont plutôt empiristes, qui vont dire oui, tous ces critères entrent en jeu, ils sont objectifs en effet, mais ça veut pas dire que les théories sont vraies, ça veut juste dire qu'elles sont efficaces, etc. Ok. Voilà, il y a d'autres distinctions. D'accord. Et peut-être sans trop rentrer peut-être dans les détails du sujet, mais une question qui me vient. Donc si on oppose les rationalistes à d'autres camps entre guillemets épistémiques, bon, il y a les relativistes qui viennent à l'esprit, mais est-ce qu'il y a c'est quoi les autres grandes catégories, les grands camps ou les grandes classes, je ne sais pas quel mot il faut employer. C'est un peu compliqué. Moi, je dirais qu'il y a un spectre de positions. Ok. C'est un peu dur à dire. Oui, je dirais que d'un côté, il y a d'un extrême, il y a tout ce qui touche au relativisme, les idées un peu relativistes. Après, si on disons que un extrême, je mettrais les relativistes, et d'un l'autre, ou voir les idéalistes, les gens qui disent que tout est représentation finalement. Ce serait la position la plus radicale qu'on pourrait avoir. Et l'autre extrême serait le réalisme scientifique, pur et dur, donc l'idée que les théories décrivent ce qui existe dans le monde, et puis point barre. Ouais, ok. Et entre les deux, il y a des façons d'être réaliste uniquement à propos de certaines choses. Il y a ce qu'on appelle le réalisme structural, qui dit que la structure des théories est correcte, mais pas forcément toutes les descriptions. Il y a plein de nuances après qu'on peut mettre dans le réalisme. Après, on peut être juste empiriste, comme je disais un petit peu avant, ou instrumentaliste, dire que les théories sont plutôt des outils efficaces. Et après, on peut aller encore plus loin. Si on restreint cette efficacité à un contexte social, on devient un peu plus relativiste, etc. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je continue sur la... Ouais, tu peux. Je te laisse passer à la suite. Ouais. Ok. Donc voilà, en gros, le premier biais, c'était un peu pour rappeler, pour présenter le contexte historique, d'où viennent toutes ces discussions. Et après, dans le deuxième biais, j'étais un peu plus dans les débats contemporains, en fait, sur ce sujet. J'ai présenté notamment l'épistémologie féministe. C'est un peu ce qui avait initié cette idée d'écrire ces articles de blog, c'est parce qu'il y a eu des débats récemment puisqu'il y a un blog qui est dédié entre autres à l'épistémologie féministe et qui a présenté les thèses de Priscille Touraille, je crois, sur le dimorphisme sexuel. Et il y avait eu des débats avec différents intervenants, etc. Okay. Voilà, c'est un peu à l'origine de ces biais-là. Voilà, donc pour présenter ces mouvements-là, c'est important d'aller un peu plus dans les détails de comment pourraient intervenir les valeurs en sciences. D'abord, dans l'article, je commence par présenter un peu les choses sous un angle plus rationaliste. C'est déjà, il faut être, quand on dit les valeurs sociales ne devraient pas intervenir. Je pense que l'idée intuitive qu'on a, c'est ok, on ne doit pas adopter une théorie juste parce qu'on l'aime bien ou parce qu'on la préfère. La science ne fonctionne pas comme ça, il faut vérifier les théories par l'observation. Je pense que c'est l'idée
C'est l'idée intuitive qu'on a tous à peu près. Ouais. Mais donc, on peut aller un peu dans les détails et voir à quel endroit les valeurs morales ne doivent pas intervenir, puisque en général, on va, comme j'explique dans le biais, on va pas avoir on va pas critiquer un laboratoire parce qu'il fait de la recherche contre le cancer sous prétexte que vouloir guérir le cancer, ce serait une préférence morale. Ça n'aurait pas de sens. Donc c'est bien qu'il y a différents endroits où les valeurs peuvent intervenir en science et où c'est parfaitement légitime, et des endroits où on va se dire non, là c'est illégitime, c'est une distorsion de la méthode scientifique ou je ne sais quoi. Et en gros, j'explique un petit peu plus dans le billet, mais en gros, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est qu'on peut avoir des préférences qui vont avoir pour objet de sélectionner un intérêt envers un objet en particulier dans le monde, mais qu'après, ce qu'on va dire de cet objet, les théories qu'on va avoir, elles doivent être sélectionnées uniquement de manière rationnelle. C'est juste pour faire des distinctions un petit peu, pour pas aller trop vite. Et puis aussi, c'est quand même important puisque ça montre quand même que les sciences ne sont jamais isolées dans une tour d'ivoire. Il y a toujours les laboratoires sont financés, etc. Et il y a forcément des valeurs qui interviennent à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour sélectionner des sujets qui nous intéressent. Ça peut être une préférence personnelle pour un sujet de la part des scientifiques. Ça peut être parce qu'il y a des financements, parce que c'est un sujet important pour la société, etc. Donc, c'est quand même important de rappeler que là où se situe exactement le débat. Okay. Mais donc les gens qui vont critiquer cette idée de rationalité scientifique, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est pas une question d'imperfection de la science s'il y a des valeurs qui interviennent, même au moment de sélectionner les théories. Les rationalistes vont dire bon, si dans l'histoire il y a des cas de fraude, etc. Mais c'est un problème c'est parce que la science n'est pas parfaite. Mais on pourrait idéalement, on pourrait essayer de corriger les choses et c'est ce qu'essaient de faire les scientifiques. Et les gens qui sont dans le camp opposé vont avoir dans l'idée que non, les valeurs interviennent de manière plus ou moins systématique et qu'on peut pas s'en défaire réellement. Il y a plusieurs façons de mettre en avant cette idée. Alors c'est basé sur ce que j'ai rappelé précédemment, sur la notion de paradigme en général. Donc l'idée c'est il faut un cadre pour tester. Les théories sont toujours testées dans un cadre, les hypothèses, etc. C'est toujours testé dans un cadre. On a un ensemble de présupposés, plus ou moins métaphysiques, etc. Et c'est ça qui fait qu'on va accepter ou non une théorie. Et la question c'est de savoir si ce cadre est entièrement rationnel. En gros. Et selon certains, non, il n'est pas entièrement rationnel. Au bout d'un moment, il y a des choses qui sont plus vraiment ni vérifiables ni réfutables, des présupposés métaphysiques. Et la seule raison pour laquelle les scientifiques acceptent ce cadre, c'est parce que ils s'inscrivent dans une tradition, c'est celui que les collègues, etc., acceptent également. Donc, ils sont dans une communauté qui accepte ce cadre, qui l'adopte et voilà. Et donc au bout d'un moment, il y a des choses qui sont pas vraiment justifiées rationnellement. Et donc si ce cadre n'est pas entièrement justifié rationnellement, tout ce qui va en sortir, toutes les hypothèses, etc., que cette communauté va produire, eh bien elles vont refléter en partie la culture de cette communauté, on va dire. C'est un peu l'idée. Et donc en général, les théories reflèteraient la culture les théories de la biologie reflèteraient la culture des biologistes. Les théories de la physique reflèteraient la culture des physiciens. Okay. On peut imaginer que certains de ces présupposés, c'est le réductionnisme, par exemple. L'idée que tout se décompose en plus petites parties qui interagissent dans des rapports causaux. Et on peut avoir des présupposés de ce type-là en tête. Oui, quand tu dis ça, les exemples assez connus qui me viennent à l'esprit, c'est les époques où il y a eu beaucoup de sciences racistes, par exemple, en termes de mesures, en lien avec la supposée
intelligence des personnes africaines, par exemple, où il y avait beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs qui se mettaient ensemble pour produire des études qui peut-être méthodologiquement n'étaient pas complètement absurdes, mais qui aboutissaient à des résultats tout à fait biaisés, parce qu'ils n'arrêtaient pas de chercher des moyens de qualifier une sorte d'infériorité, et en force de chercher, on finit toujours par trouver quelque chose, même si on trouve des artefacts ou des erreurs de mesure. Ouais, tout à fait. Et là, ce que tu disais aussi, je repense à d'autres choses d'avant, le mécanisme qui permet un peu de corriger ou de vérifier la qualité des études, il fonctionne pas toujours, parce que si la plupart des gens sont convaincus du même, enfin ici je prends l'exemple du racisme parce que c'est facile. Si on est dans un microcosme, on a beaucoup de personnes, de chercheurs racistes, bah, du coup il n'y a pas grand monde qui va essayer de critiquer les études ou de les reproduire pour montrer qu'elles tiennent pas la route. Donc en théorie, on pourrait les démonter si on les reproduisait, mais s'il y a personne qui essaye de les reproduire parce que ça n'intéresse personne, bah, en pratique, en fait, il se passe rien, quoi. Oui, exactement. Effectivement, c'est une des façons dont c'est une des façons dont peut intervenir le contexte social. Ça peut être le fait qu'on va pas considérer des hypothèses qui a priori seraient plausibles, mais disons que tous les chercheurs vont les considérer comme implausibles et c'est pas la peine d'aller chercher dans cette direction. Ce sont des questions un peu stratégiques. Je pense là où peuvent intervenir les valeurs en sciences, des questions de stratégie de recherche, on va dire. Et là-dessus, donc justement, il y a des philosophes féministes qui ont mis en avant tout un tas d'exemples de biais de ce genre-là. Notamment, par exemple, en archéologie, où le fait que tous les scientifiques soient des hommes, ils auraient tendance à mettre en avant un rôle plus important des hommes que des femmes. Ils auraient tendance à faire jouer un rôle plus important aux hommes. Dans au paléolithique, par exemple, on aurait l'idée que ça aurait été les hommes qui auraient initié la transition vers des civilisations plus modernes. Voilà, il y aurait cette tendance à faire jouer aux femmes un rôle passif. Il y a pas mal d'exemples. Je mets un lien vers une vidéo là-dessus qui me donne des exemples de ce type-là. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour les auditeurs. Ok. Après, il peut y avoir l'idée aussi que la façon dont on catégorise les phénomènes pourrait être ne pas être objective, mais pour être un peu marqué par des valeurs sociales. Un exemple, c'est les catégories. Qu'est-ce qui compte pour une maladie ou pas, ou pour quelque chose qui est normal entre guillemets. Ouais. Par exemple, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Il y a quelques décennies. C'est pas si vieux que ça. Au 19e siècle, on avait il y a des chercheurs qui inventaient des maladies. Ça rejoint un peu ce que tu disais là sur les recherches sur les races, etc. Il y avait des chercheurs qui inventaient des maladies qui affectaient les esclaves, qui s'enfuyaient, qui essayaient de fuir leur maître. Apparemment, il y avait des noms scientifiques pour qualifier ça comme une maladie mentale. Enfin bon. Voilà, donc cette idée de catégoriser le monde d'une certaine façon, d'être un peu aveugle, d'avoir des points aveugles sur les hypothèses plausibles ou non, de uniquement voir certaines hypothèses et pas d'autres. Il y a ces idées aussi, il y a l'idée aussi que les termes qu'utilisent les scientifiques, les termes techniques pourraient être connotés positivement ou négativement. Donc je prends un exemple dans l'article de biodiversité. La biodiversité, c'est quelque chose, ça fait presque partie de la définition de la biodiversité. C'est quelque chose qu'il faut préserver dans la nature. Et en fait, il n'y a pas de manière
consensuel de mesurer la biodiversité. Il y a plusieurs manières et il me semble qu'il y a des débats, ou en tout cas il y en a eu dans le passé, des débats sur la bonne manière de mesurer la biodiversité. On voit bien que quand on dit la bonne manière, ça veut dire quoi? Ça veut pas forcément dire qu'on va mesurer quelque chose d'objectif, mais plutôt quelque chose qui correspond à ce qu'il faut préserver. Donc ça montre qu'il y a une idée que les catégories même, encore une fois, ou la façon dont on décrit la réalité, c'est pas entièrement factuel, ça dépend de choses qui, dans ce contexte-là, pourraient être plutôt politiques, par exemple, qu'il faut préserver certains aspects de la nature. La démarcation des objets d'étude reste comme une grosse difficulté dans beaucoup de domaines, en fait, hein, enfin, plus que ce que les gens imaginent en général. Ouais. En fait, je vois ça souvent dans nos réseaux sceptiques aussi. Beaucoup de personnes, en fait, imaginent qu'il y a une définition très claire et avec des frontières très nettes de ce que c'est une science, par exemple, des pseudosciences. Et en fait, ils sont parfois très étonnés d'apprendre que non, en fait, c'est assez compliqué et que même s'il y a beaucoup d'exemples qu'on arrivera à ranger de manière assez consensuelle d'un côté ou dans un autre, en fait, la frontière, elle n'est pas 100% claire non plus, quoi. Ouais. Oui, on entend aussi parfois parler de la méthode scientifique, comme s'il y avait une méthode. Et ça rejoint cette idée que les frontières sont floues entre ce qui est une science ou pas une science, mais c'est la même chose. Il n'y a pas forcément une méthode que tous les scientifiques partagent qui permet de dire ça c'est une science, ça c'est pas une science. Ouais, si on compare il y a les différentes méthodes. Si on compare les méthodes scientifiques en physique et en histoire, par exemple, voilà. c'est un peu difficile de dire qu'il y a une méthode scientifique, quoi. Ouais. Non, il y a plutôt un ensemble de méthodes qui sont fondées plus ou moins rationnellement, je dirais. Ok. Et puis il y a un peu une continuité avec la rationalité au quotidien aussi. On peut dire il y a plusieurs philosophes qui défendent qu'il y a une continuité entre ce qui relève de la science et ce qui relève des enquêtes de bon sens, on va dire, au quotidien, quand on cherche, tiens, qu'est-ce qui peut causer, quand on fait de la plomberie, peu importe, quand on cherche des explications à des choses. Oui, ça produit des connaissances aussi, même si ce sont des connaissances qui sont peut-être plus vagues ou plus imprécises ou qui ont peut-être plus de biais potentiels, mais c'est aussi une connaissance, quoi. Ouais, c'est vrai je vois souvent aussi dans certains sceptiques, notamment sur Twitter, qui disent à des gens que les témoignages, ça ne vaut rien, c'est pas une preuve, etc. Alors qu'en fait, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Les témoignages, c'est une forme de connaissance. Alors après, ça ne prouve pas pour autant qu'ils sont justes ou que le phénomène dont les gens parlent existe, mais c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est plus que rien. Alors après, c'est différent d'une étude scientifique, mais c'est pas rien non plus. Après, à strictement parler, tout ce qu'on sait 90% de ce qu'on sait, on l'a lu, on l'a entendu. C'est une forme de témoignage en un sens. Moi, j'ai jamais été dans un laboratoire pour voir si la relativité, ça fonctionnait vraiment. J'ai jamais lancé des satellites moi-même. Pour revenir un petit peu sur la question de l'épistémologie féministe, est-ce que tu peux développer un petit peu plus ce qui est reproché, les grandes reproches qui sont faites de ce côté-là? Alors après, moi, là, je me suis un petit peu intéressé à ce domaine pour le biais, les articles, là, mais c'est pas non plus ma spécialité. Bon, c'est pas très éloigné, mais c'est parce que je m'intéresse à l'épistémologie des sciences, mais c'est pas ma spécialité, donc je connais pas forcément tous les détails. Mais de ce que j'en comprends, bon, déjà, il y a toute une partie qui consiste à vraiment pointer du doigt des manières des endroits dans la recherche où les valeurs, où les biais interviennent, et notamment les biais sexistes. Notamment parce que la science a été faite principalement par des hommes jusqu'à il y a quelques décennies. Il y avait quasiment que des hommes à part quelques exceptions. Et donc, il y a l'idée que ça introduit des biais
comme je l'ai expliqué un peu avant, en défaveur de donner un rôle plus important aux femmes. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc la première chose, c'est de montrer des exemples. Excuse-moi, je sais plus où j'en étais. J'ai perdu le fil. Je pense des exemples de choses qui me viennent à l'esprit qui sont un peu banales, c'est par exemple dans les manuels de biologie, d'anatomie, il y a beaucoup de critiques parce que les organes féminins étaient globalement moins décrits avec moins de détails que les organes masculins, et c'est seulement un changement relativement récent qui vient corriger ça suite à pas mal de critiques en fait. Oui. Donc ça c'est un exemple qui illustre bien, je trouve, ce genre de biais. Tout à fait. Et après, il y a toute une théorisation derrière chez les philosophes féministes qui est, on va dire, qui est plus radicale, parce que jusqu'ici, je veux dire, on pourrait accepter tout ça et dire oui, ce sont des biais, et donc il faut corriger la science. D'accord, elle fonctionne pas parfaitement. Comme je dis toujours, il y a toujours un peu cette question-là. Mais il y a des théorisations qui sont un peu plus radicales qui viennent derrière chez les philosophes féministes, qui est l'idée que c'est pas vraiment corrigible et qu'au contraire il faut accepter que quoi qu'on fasse, la recherche scientifique se fera dans un cadre avec des valeurs sociales. On peut pas éviter ça. Et donc après, il y a plusieurs approches pour disons, qui sont un peu normatifs, qui répondent à la question qu'est-ce qu'on devrait faire, comment devrait fonctionner la science. Et il y en a qui vont dire, disons, la manière la plus radicale d'aborder le truc, c'est de dire ok, puisqu'il y a des valeurs, puisque de toute façon toute recherche est située socialement dans un contexte social, et la science c'est un domaine politique comme un autre, il faut l'investir, il faut promouvoir des valeurs progressistes en science, etc. Et il faut simplement abandonner l'idée que les résultats seraient objectifs. Ce qui est une orientation que j'ai l'impression qu'on peut observer assez facilement, notamment en sociologie, où il y a quand même beaucoup de sociologie qui assume une certaine orientation politique, plutôt de gauche, et qui ne s'en cache pas, qui la met en avant. Ouais, je pense que c'est assez répandu quand on voit dans les débats. Il y a un peu cette idée en arrière-plan que de toute façon c'est politique. Est-ce que ça existe je pense, dans les sciences, je sais pas, en physique, en chimie, en bio aussi, ou c'est un truc qui est plutôt cantonné aux sciences sociales? Ah oui, c'est ça que j'allais dire. Oui, en général, toutes ces critiques féministes, elles touchent des domaines des sciences où il y a qui touchent à l'humain, où il y a des êtres humains qui sont en jeu. Donc en général, ça peut être les sciences humaines ou ça peut être la biologie quand elle s'intéresse aux humains, l'archéologie, l'histoire, etc. Et c'est vraiment là où il y a le plus de débats, même s'il y a pu avoir des idées des idées un peu radicales qui viennent un peu de la sociologie des sciences, que tous les objets scientifiques seraient des constructions sociales, y compris les électrons, etc. Il y a pu avoir ce type d'idée-là, mais c'est vraiment pas ça qui est au centre des débats. En général, mon impression, c'est que les débats et là où les arguments sont le plus convaincants, c'est vraiment pour les sciences humaines ou les sciences qui touchent à l'humain. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui se plaignent de biais féministes en physique quantique ou de biais masculinistes en physique quantique. Non, il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas d'exemple convaincant de ce genre de vie. Donc tu disais, ça c'est une manière de gérer le problème, donc d'assumer les valeurs politiques qui, notamment, politiques ou idéologiques qui sont liées à ce qu'on fait. Et donc il y a une deuxième manière aussi dont tu parlais dans le biais. Oui. Après, il peut y avoir
Bah, cette façon de voir les choses, c'est un peu radical. Donc après, il y a des gens qui essaient plutôt que de nier que la science soit objective, d'essayer de restaurer une version d'objectivité qui soit un peu plus fine, on va dire, qui soit pas forcément quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qui correspond aux faits, il y a des faits réels, etc., qui est une idée plutôt réaliste, rationaliste et réaliste. Il y a des gens qui essaient d'avoir une idée d'objectivité un peu plus subtile, qui serait basée sur la multiplication des points de vue. Euh, il faudrait de la diversité en sciences, en gros. Il faudrait que des gens de tous contextes sociaux puissent participer à la recherche. Et ça permettrait de multiplier les points de vue et donc d'éviter d'avoir des points aveugles, d'éviter de trop sélectionner les hypothèses qui semblent plausibles, etc. Et puis, il faudrait un fonctionnement démocratique, il faudrait des discussions démocratiques au sein de la science qui fassent intervenir tous ces points de vue associés à des contextes sociaux différents, à des situations sociales différentes, etc. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui, en tout cas dans une certaine mesure, existe déjà, dans le sens où, en soi, n'importe quel chercheur peut avoir l'orientation qu'il veut avoir et la faire transparaître dans ses recherches. C'est-à-dire, si voilà, il y a des recherches féministes, il y a plein de départements féministes dans les UNIF. Et on pourrait aussi avoir l'équivalent inverse, on pourrait avoir un département de masculinistes. Enfin, je sais pas si ça existe, hein, mais en soi, il n'y a rien qui l'interdirait, quoi. Si demain il y a des chercheurs masculinistes qui veulent faire des recherches en département des études masculinistes, en soi, c'est possible, en fait. Alors, bah déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'à l'origine, on pourrait presque dire que la science était entièrement faite de départements masculinistes avant. C'est ce que diront les féministes, parce qu'il y avait quasiment que des hommes dans la recherche. Ouais. Et que la société était globalement masculiniste, quoi. Ouais. Donc déjà, il peut y avoir cette idée de contrecarrer ça et puis de promouvoir plus de diversité, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Il y a au niveau du genre déjà, mais également sur les questions, disons, ethniques ou de classe sociale. La science, elle est clairement pas... il n'y a pas énormément de diversité, je pense. Ouais. Ouais, d'autant plus que pour les questions ethniques, dans certains pays, il y a carrément des interdictions. C'est que tu peux pas étudier ou publier tous les types de recherches que tu veux sur ces sujets, quoi. Donc là, enfin, je prends de nouveau l'exemple caricatural, mais des chercheurs qui voudraient faire des différenciations ethniques sur certains trucs ne peuvent tout simplement plus exister aujourd'hui dans certains pays, quoi. Ouais. Et après, oui, donc, enfin, voilà, en gros, donc c'est une deuxième façon de voir les choses, c'est de promouvoir la diversité, en particulier pour éviter les points aveugles de la recherche. Il y a aussi une chose que tu évoquais dans ton deuxième billet qui était intéressante, plus par rapport je pense, ces courants critiques, genre épistémologie féministe, mais je pense que ça touche aussi d'autres courants qui ont le même genre de posture. C'est que tu disais en gros que si on critique l'idéal de neutralité en disant que c'est pas possible de se séparer totalement de nos biais culturels, et qu'en même temps on met nous-mêmes en avant quelque chose en disant que c'est mieux ou que c'est bien, il y a une sorte de paradoxe, parce que si en fait si on n'est pas capable de se séparer de notre culture, de nos préjugés, c'est valable y compris pour ceux qui nous critiquent, en fait. C'est-à-dire que
qu'est-ce qui fait que ceux qui critiquent, du coup, auraient une chose meilleure à proposer et moins biaisée si on est tous biaisés, en Mhm. fait. Ouais. Ça, moi, il me semble que c'est un reproche qu'on peut faire à la version la plus radicale, en fait, de dire que finalement c'est politique, etc. Ouais. Qu'effectivement, si on part de ce principe-là, à ce moment-là, on devient plus, on n'est plus vraiment en position de critiquer le camp adverse, sauf du point de vue de ses propres valeurs morales, en fait. Ouais. Oui, et puis on peut plus rien proposer à la place parce que en soi, si tout est biaisé, de quelle légitimité on aurait pour proposer quelque chose qui est mieux? Mhm. Ouais, Bon, évidemment, je pense comme tu disais, il y a peu de gens. Là, on est vraiment tout au bout du continuum, hein, du côté du relativisme. C'est pas une ouais, position qui est hyper fréquente, hein, mais c'est ouais. vrai que ça a quand même. Enfin, j'ai quelques exemples en tête, mais le plus frappant qui me revient toujours dans ce domaine-là, c'est Foucault en fait. J'ai en tête notamment une interview enfin pas une interview, un débat de Foucault où il débat avec Chomsky dans les années 70, où ils débattent Mhm. de la Ouais. justice en fait. C'est un débat que vous pouvez trouver sur YouTube hein, si ça intéresse, c'est très très chouette. Et en gros, il y a un moment, le présentateur demande un peu, il parle d'abord de critique de la justice, hein, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui pose problème, et Foucault développe un peu ses critiques habituelles. Et en fait, donc il demande après, le présentateur demande du coup, en gros, qu'est-ce qu'ils proposent, quoi. C'est quoi leur projet de société? Qu'est-ce qu'on fait demain, quoi. Et donc, t'as Chomsky qui développe tout un truc qui aujourd'hui, avec le recul, on voit que c'est un truc très politiquement très orienté. Après, on peut être d'accord ou pas, mais on voit que on est dans un projet très très politique, très assumé. Et après, quand c'est le moment de Foucault de prendre la parole, en fait, lui il refuse de répondre. En fait, il refuse de répondre parce que vraiment l'idée qu'il fait passer, c'est que lui, il peut faire des critiques, il peut voir les biais, il peut voir ce qui va pas, mais en fait, lui, il n'a pas de légitimité pour proposer mieux, en fait. Et donc, il dit, en gros, il refuse de donner son avis parce qu'il dit, mon avis, ça ne vaut rien, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Je sais pas, j'ai pas plus d'objectivité pour vous dire qu'est-ce qui est mieux pour faire demain que ce que je critique, en fait. Et cet Mhm. exemple-là, je trouve que ça correspond assez bien, finalement, à cet idéal à cet idéal, à la notion de relativisme ici poussé assez loin. C'est que si on est vraiment relativiste, en fait, on n'a pas de raison de proposer autre chose en disant ça c'est un meilleur projet de société parce qu'on n'en sait rien en fait. On peut juste expérimenter des choses et puis voir, mais sans plus. Mhm. Et finalement, les personnes qu'on qualifie de relativistes aujourd'hui, en fait, elles ont rarement cette position. En général, ces personnes ont un mieux à proposer. Elles ont un modèle politique ou social et elles sont convaincues que c'est bien. Alors c'est le cas Ouais, de l'épistémologie féministe, mais c'est le cas souvent des personnes qu'on traite de relativistes aussi. En ouais, général, ils sont convaincus de quelque chose quand même et ils le proposent comme un mieux, quoi. ouais. Après, ça, c'est un reproche assez récurrent contre le relativisme, que ça, Mhm. il sape un peu ses propres bases. Il Mhm. peut y avoir cette difficulté-là. Mhm. Mais c'est difficile de montrer qu'un relativiste est incohérent en même temps, parce qu'il va dire oui, moi je défends ça, bah, c'est relatif à mon point de vue, mais c'est comme ça, c'est mon point de vue, et puis voilà. Après, c'est difficile de vraiment, voilà, de vraiment attaquer le relativiste s'il a cette position-là. Si, ouais. Mhm. J'ai une autre question, sinon par rapport, donc tu as présenté un peu différentes critiques et différentes manières d'y répondre. Actuellement, si on observe ce qui se passe, enfin en tout cas dans les disciplines que tu connais un petit peu, c'est quoi l'évolution? Enfin, vers quoi on avance? Est-ce qu'il y a des changements notables par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, par rapport à ce dont on a parlé? Est-ce qu'il y a des choses qui prennent le dessus ou qui s'installent ou pas vraiment? Tu veux dire dans les disciplines scientifiques ou en Ouais, philosophie des c'est ça, sciences ou... dans les disciplines scientifiques, ouais. Moi, j'en ai pas une très bonne connaissance. Je saurais pas vraiment dire. Ok. Ça, faudrait plus demander à des sociologues des sciences à la limite. Mhm, mhm, Je sais pas comment ça évolue. Je pense qu'il y a plus de femmes qu'avant dans la recherche. mhm, ouais.
Mais encore une fois, j'ai pas de source à donner Ouais. pour appuyer ça. Ouais. J'ai Ouais. cru entendre ça. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de départements d'études féministes, notamment aujourd'hui, quoi. Je vois quand même pas mal de recherches passer, Ouais. pas mal de chercheurs de plein d'univers différents. Ça a l'air d'être un truc qui se développe et qui se répand quand même bien. Mhm. Ouais. Après, il y a toujours un peu une tension entre, sur les réseaux sociaux. Là, je l'aborde pas directement, mais il y a clairement une tension entre la biologie et les sciences humaines, par exemple, entre Ouais. les, Mhm. entre les différentes approches. Alors, je dis pas que les chercheurs l'un ou de l'autre domaine sont vraiment opposés les uns aux autres, mais en tout cas, dans les débats qu'on voit sur Twitter, Mhm. il y a clairement, comment Ouais. dire, il y a clairement un affrontement entre les gens qui sont plus la biologie et les gens qui sont plus les Mhm. sciences humaines. Ouais, c'est vrai que ça, c'est des conflits un peu récurrents pour le moment, quoi. Mhm. Notamment autour de la classification enfin, au niveau du sexe, quoi, un mâle, femelle ou plus de sexe que ça, etc. Et aussi au niveau de la psychologie évolutionnaire qui fait tout le temps débat aussi et qui est un peu Mhm. entre plusieurs disciplines. Ouais. Et donc, pour finir, juste un petit peu sur l'article. Mhm. Euh, après, voilà, donc il y a des théories qui peuvent, toutes ces approches féministes, elles peuvent aller assez loin. En général, elles vont vers une forme de pluralisme. Il faut multiplier les différents types de recherches, même si elles sont incompatibles. Mhm. Donc justement, on pourrait dire, on peut avoir une approche biologiste, une approche sciences humaines sur le même sujet. Si c'est incompatible, c'est pas grave. Mhm. On peut avoir cette idée-là à la limite. Et puis, euh, voilà. Et après, au niveau oui, après, il y a l'idée que toutes les valeurs qu'on pourrait qualifier d'universelles, comme la cohérence des théories entre elles, en fait, ne seraient pas vraiment universelles. Il y a souvent cette critique qui est faite là, que donc on voyait que vraiment le débat sur l'objectivité portait là-dessus. La question, c'est est-ce que ce qui nous fait choisir une théorie plutôt qu'une autre, est-ce que ce sont des critères rationnels ou pas? Et là, les féministes vont dire non, ce sont des critères qui sont situés socialement, le fait de favoriser les explications simples plutôt que la complexité, etc. Il y en a même qui vont rapprocher ça de valeurs patriarcales, de domination, etc. Que la science serait influencée de manière générale, de manière globale par des Mhm. valeurs de type domination, contrôle des objets, la technoscience, Mhm. des idées comme ça. Voilà, donc pour voir un petit peu toutes les extensions qu'il peut y avoir à ces thèses-là, hein, c'est pas un débat uniquement sur des points précis, ça peut aller très Mhm. loin. Mhm. Ok. Et après, moi, je vais donner quelques critiques aussi pour finir dans l'article, Ouais. euh, et notamment une qui vient d'un article de Stéphanie Ruffi où elle reproche, ce que je trouve intéressant, c'est que elle reproche certaines choses d'un point de vue qui est lui-même féministe en fait, qui est que, en gros, elle explique que les philosophes féministes ont réussi à convaincre beaucoup de monde qu'effectivement il y avait des biais sexistes en sciences et, et que tout ça est très bien, mais à chaque fois qu'elles le font, finalement, elles se ramènent toujours à des critères qui sont, par exemple, empiriques, etc. Elles vont mettre en avant des problèmes, des déviances vis-à-vis de la rationalité scientifique. Elles vont dire, regardez, les chercheurs, là, ils sont pas considérés certaines hypothèses alors qu'elles étaient tout à fait légitimes euh, Mhm. et qu'elles pouvaient être appuyées par des observations, etc. Et donc, finalement, quand on regarde un petit peu comment se passent toutes ces critiques, on voit qu'elles sont parfaitement légitimes, mais finalement, elles se font toujours sur un fond. Et on pourrait dire, enfin moi c'est aussi ma position personnelle hein, sur ces débats, c'est que finalement, il me semble que si on peut débattre, si on peut communiquer, c'est qu'on a quand même un fond en commun qui nous permet de discuter, qui nous permet éventuellement de convaincre l'autre ou de se faire convaincre Mhm. par l'autre personne. Et que donc il doit y avoir une espèce de base rationnelle pour pouvoir discuter. Et pour ça, il me semble que les versions les plus radicales, qui vont dire les versions relativistes les plus radicales,
pour moi, au bout d'un moment, ça pose problème, puisque c'est un peu ce que tu disais. Au bout d'un moment, tout ce qu'on peut faire, c'est juste avancer sa position et puis voir rejeter toute contradiction. Et c'est un dogmatisme qui est quand même assez problématique. On peut au moins se mettre d'accord sur certaines valeurs, il me semble, qui sont notamment anti-dogmatiques. Que le dogmatisme, c'est mal. On peut avoir cette valeur-là. C'est intéressant comme argument, effectivement, parce que s'il y avait rien de commun, en fait, bah, les critiques féministes, personne ne les écouterait, du coup. Du coup, s'il y a des gens qui sont pas dans cette épistémologie à la base et qui se sont laissés convaincre, au moins partiellement, par certains arguments, bah, c'est effectivement, c'est qu'il y avait quelque chose quand même de commun dans l'épistémologie quelque part qui leur a permis de se comprendre et de voir que la critique était pertinente, en fait. Parce que s'il y avait rien de commun, bah, ça n'aurait pas de sens. Personne ne serait influencé par une autre manière de voir. Ouais. Ouais, voilà. Enfin, moi, je suis quand même assez convaincu qu'on a une base qui a quelque chose comme la rationalité qu'on partage. Et il y a toujours une base sur laquelle, tant que faire se peut, il faut essayer de se ramener pour essayer de convaincre les autres, de rassembler un maximum de gens. Et donc, effectivement, si ces critiques sont valides, on peut critiquer la science pour ne pas avoir assez de diversité. On peut soupçonner que du coup, ça reflète les valeurs d'une communauté, que c'est pas parfaitement objectif en l'état. Mais ça implique pas pour autant de dire ah bah du coup tout est politique et puis etc. Enfin pour moi ça au contraire ça veut dire si on accepte ça il faut essayer de corriger ces choses-là et dire ça suppose que il y a un idéal de rationalité derrière. Et donc les positions hyper relativistes personnellement moi ça me convainc pas et après, bah, c'est sûr qu'il y a aussi des positions rationalistes un peu naïves qui vont nier qu'il y a ce genre de biais, etc., qui sont pas tenables non plus. Et c'est pour ça que quand je finis l'article sur l'idée que finalement ces critiques-là, pour moi, elles sont, même si je suis pas convaincu par disons par les fonds théoriques les plus radicaux qu'il y a derrière, je trouve qu'elles ont au moins l'avantage de se faire poser des questions, etc. Et que sur les débats, c'est important qu'elles ont pu apporter des éléments importants sur le débat sur l'objectivité, puis qui permettent de mieux comprendre comment fonctionne la science, etc. Voilà. Ok, bah, je pense que c'est une assez bonne conclusion pour cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites encore ajouter ou tu as l'impression qu'on a bien couvert le sujet? Non, je pense qu'on a bien couvert. Ok, super. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je mettrai, comme j'ai dit, toutes les références de ce que tu as cité dans les notes de l'épisode, donc sur YouTube ou sur la page du balado. Hein, donc pour les auditeurs, allez voir plus bas dans les notes. Je mettrai aussi les références de tes précédentes interventions, soit à Septic Synopub ou sur le balado, pour ceux qui veulent écouter, parce que c'est des sujets relativement proches. Donc en soi, ça peut être intéressant aussi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de parler de tes billets. Est-ce qu'il y en a d'autres prévus sur le même thème ou c'était un duo de billets? C'était un duo. J'ai pas énormément de temps en ce moment. Là, j'avais un petit peu de temps, j'en ai profité parce que mon blog se mourait. Mais je suis pas sûr d'avoir beaucoup de temps pour. Moi, je sais pas, je dois publier genre 2-3 articles par an, pas plus, en ce moment. Ah oui, d'accord. Depuis quelques années. Donc. Ok. Bah, Malheureusement. on te réinvitera quand tu auras fait de nouvelles choses de toute façon. Au prochain billet. C'est ça. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Et voilà, bah à bientôt à tout le monde alors. Ouais, au revoir.